Bonsoir et bienvenue pour l'émission 100% marché, l'émission quotidienne. Ce soir avec moi, Laurent Albi, responsable Next Momentum. Bonsoir Laurent. Bonsoir Valentin, bonsoir à tous. Le titre de l'émission de ce soir, ce sont les nouveaux champions de la tech US qu'on va voir avec Laurent juste après le jingle. Alors Laurent, on commence avec les marchés aujourd'hui. Oui, et le CAC 40 que j'ai laissé en vert. Veuillez m'en excuser. Et non, le CAC 40, il est en rouge ce soir, Valentin, moins 0,03%. Clôture à 7420,94. Un CAC 40 qui a bien digéré, on va dire, la réunion de la BCE aujourd'hui. On va en parler dans une seconde, une réunion qui était en fait un non-événement. Et donc, toute petite baisse à 7420 points. Le DAX, très très légère hausse, plus 0,15%. À la mi-séance, le S&P se replie légèrement, rien de très inquiétant pour le moment, moins 0,2%. Le Nasdaq 100, moins 0,5%. L'euro-dollar en très légère hausse, qui se traite à 1,0516 contre dollar. Le gold, lui, en vrai repli, moins 1,3% de baisse. Une once qui se traite à 2683 $. Et les taux qui se retendent. Le yield du Bund à 2,20 et le rendement du T-Note qui remonte à 4,3%. Merci Laurent. Donc tu en as parlé, réunion de la BCE aujourd'hui. Qu'en est-il pour le CAC ? Alors, effectivement, cet après-midi, c'était la réunion de la BCE, la dernière réunion de l'année. Tous les investisseurs s'attendaient à ce que Christine Lagarde baisse les taux européens de 25 points de base. Taux de facilité de dépôt, c'est fait, c'est acté, c'était prévu. Donc, pas de volatilité particulière sur les marchés après la conférence de presse de la présidente de la BCE. Je la cite, elle a quand même souligné que la direction à suivre est actuellement très claire. C'est-à-dire qu'elle assouplira ses taux l'année prochaine, on le savait déjà, et elle a souligné que le rythme des réductions sera déterminé au fur et à mesure. Donc vraiment, rien de nouveau. Exactement. Donc elle reste data dependent, c'est-à-dire qu'elle refuse de s'engager dans une voie de peur d'être ensuite contredite par les évolutions macroéconomiques. Donc elle garde autant qu'elle peut toute la marge de manœuvre nécessaire pour ajuster sa politique monétaire l'année prochaine. Et donc, ça nous laisse un petit peu dans le vide avec des investisseurs dont les plus optimistes pensent qu'il y aura jusqu'à 5 baisses de taux l'année prochaine et les plus pessimistes, dont je fais partie, qui pensent qu'il n'y en aura que 2. Alors, évidemment, que 2. Alors, encore une fois, tout va dépendre de l'évolution des marchés, de l'économie, de la croissance l'année prochaine dans l'Union européenne. Mais on voit bien que Christine Lagarde n'a pas déçu aujourd'hui, mais elle garde près d'elle toutes les munitions pour pouvoir effectivement changer de braquet si la situation l'exigeait. Dans ce contexte, on a un CAC 40 qui a été donc un petit peu vendu. Les volumes aujourd'hui étaient très très faibles. Une journée qui n'a pas beaucoup intéressé les investisseurs, qui s'attendaient donc à ce positionnement de Christine Lagarde. La surprise était attendue non pas sur la baisse de taux, mais sur la rhétorique employée. Or, de ce côté-là, il n'y a eu aucune surprise. Le CAC 40, donc, qui reste toujours ancré dans sa phase de rebond, même si on voit bien que depuis 4 jours maintenant, il bute sur ce niveau de résistance entre 7480 points et 7500 points. Ça sera vraiment le niveau à franchir pour les prochaines séances pour permettre au CAC 40 de terminer l'année en beauté, si je puis dire, c'est-à-dire au mieux, compte tenu d'un contexte économique qui, en Europe, se distingue de manière très très forte des États-Unis. De ce côté-ci de l'Atlantique, on bataille encore pour avoir un semblant de croissance, alors qu'aux États-Unis, on est dans une dynamique beaucoup plus vertueuse, et ça se retrouve évidemment sur les marchés. Dans ce contexte, le CAC 40, il a mis en place son point bas le 27 novembre. Il a bien progressé depuis, mais on voit bien que depuis 4 jours, ça bute sur cette résistance. Donc 2 niveaux à surveiller, à la hausse,
7500, 7505 points. C'est le niveau qui, s'il était dépassé, ouvrirait la voie vers un potentiel supplémentaire de hausse vers les 7600 points. Et à contrario, 7367 points, là où il y a mon curseur, si ce niveau est enfoncé, attention, on pourrait refaire tout le chemin qui a été réalisé ces derniers jours, mais cette fois-ci dans le sens inverse, et retourner sur le point bas à 7130 points. Pour le moment, pas de danger, on n'arrive pas à dépasser la résistance, le CAC prend son temps, il manque de catalyseur, ok, mais il faut vraiment que les investisseurs se regroupent et soutiennent l'indice. S'il devait revenir sur 7367 points, il faut qu'il y ait des flux acheteurs pour lui permettre au moins d'entamer une phase de latéralisation. Moyenne mobile exponentielle, 13 et 34 périodes ici en soutien. On est également sur un 38% de retracement de l'impulsion précédente. Donc il y a des arguments pour inciter les intérêts acheteurs à se manifester à nouveau. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc on va voir ce qui se passe. Le CAC 40, toujours à très court terme, positif. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Laurent. Record historique pour le Nasdaq 100, mais le Russell 2000, lui, il n'y arrive plus. Que se passe-t-il? Alors effectivement, le petit frère traîne. Oui, alors il y a effectivement du côté du Nasdaq 100 beaucoup de force, et on va le voir tout à l'heure. Mécaniquement, il entraîne avec lui le S&P. Maintenant, quand on regarde le Russell 2000 des small cap US, on voit que le tableau est un petit peu différent, puisqu'il a inscrit un nouveau record absolu marginal, ça c'était le 25 novembre, avec une clôture à peine plus haute que la précédente qui datait du 8 novembre. Une mèche haute qui va donc aller décrocher les 2466 points, mais depuis, on le voit, ça consolide. Alors, si on se replace avec dans une perspective de moyen terme, c'est-à-dire qu'on revient au point bas du mois d'août, on est toujours dans un mouvement haussier. Maintenant, on voit que le nouveau sommet est marginalement supérieur au précédent. Ça, c'est pas terrible. On aurait préféré avoir effectivement un franchissement et une accélération derrière le sommet précédent. Au contraire, on a eu un franchissement marginal et tout de suite, on voit le Russell 2000 qui repart à la baisse. Alors, est-ce que ça remet en cause la dynamique haussière de l'été? La réponse est non. En tout cas, pas pour le moment. On a un creux qui sépare les deux sommets. C'est ici, à 2300 points. Et tant que ce creux n'est pas enfoncé, on reste dans une architecture qui est positive, avec un indice qui a du mal à continuer la hausse, mais qui n'invalide pas celle qu'il a construite jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il ne casse pas le dernier creux qui sépare les deux sommets. Donc, on va conclure en disant que sur le Russell 2000, tant que les 2300 points tiennent, on est dans une tendance haussière neutre. Pourquoi haussière? Parce qu'on est toujours, on le voit dans cette dynamique, avec un nouveau sommet qui a été inscrit, mais neutre, parce que si on revient sur le creux précédent, ben on n'aura pas cette séquence traditionnelle dans une tendance haussière de sommets et de creux ascendants. On aura une séquence avec un sommet marginalement plus haut que le précédent et des creux équivalents. Donc on voit bien que le momentum ralentit, sans toutefois qu'il y ait une invalidation du mouvement. Donc toujours haussier sur le Russell 2000, on note toutefois donc le ralentissement du momentum. Si on revenait sur 2300 points, là je suis haussier, positif, je repasserai haussier neutre, et puis si on casse le dernier creux, je repasse neutre, parce que là pour le coup on aurait un creux inférieur au précédent, et je ne peux pas être positif avec cette structure-là. Donc le Russell 2000, il cale pour le moment, il termine l'année de manière beaucoup moins flamboyante que le Nasdaq 100 ou le S&P. À noter que le Dow Jones n'est pas aussi fragile, friable que le Russell 2000, mais lui aussi, il éprouve quelques difficultés. Donc, il se passe quelque chose à Wall Street, et c'est effectivement quelque chose qui se passe autour de la tech. Merci beaucoup Laurent. Et donc le S&P, lui, est à presque son record absolu. Absolument, en fait. Il n'est pas loin du tout. Et qu'est-ce qui le tire vers le haut alors? Alors, bah voilà, j'ai un peu spoilé. Hein. C'est un peu le titre de l'émission aussi de ce soir, hein, mais bon. Voilà, donc ce qui tire le S&P, c'est la tech US. Alors pourquoi on en parle ce soir? Parce que je trouve que c'est une séquence très très intéressante qui vient de recommencer aux États-Unis. On retourne dans le passé et on regarde ce qui s'est passé donc en 2023. 2023, les marchés ne parlent que d'une seule chose, les 7 magnifiques. Les 7 magnifiques, c'est ces 7 entreprises GAFAM de la tech US
très gros cash flow, très gros résultats trimestre après trimestre, innovation technologique à chaque fois qui étonne. Bref, ce sont les champions planétaires de la tech à Wall Street. Et on a en 2023 quelque chose qui est extrêmement rare, c'est cette dispersion de performance entre d'un côté en 2023 le Nasdaq 100, tenez-vous bien, qui progresse de 48,5%. Quand on sait quelles sont les capitalisations qui composent le Nasdaq 100 et qu'il a progressé de 48%, vous imaginez les masses d'argent que ça déplace sur le marché. Et de l'autre, le S&P équipondéré, qui lui ne progresse que de 11%. Alors, juste pour que vous compreniez bien, très vite, quand on parle du S&P, donc c'est un indice qui est construit par capitalisation. Ça veut dire que Nvidia représente actuellement, grosso modo, 6% du S&P, à elle seule. Okay, le S&P équipondéré, c'est un indice où chaque action représente 1/500e de l'indice. Donc 1/500e, ça veut dire 0,2%. Donc dans le S&P équipondéré, Nvidia représente 0,2%, alors que dans le S&P, elle représente 6%. Beaucoup plus du coup. 300 fois plus. 300 ouais. 300 fois plus. C'est-à-dire que dans le S&P traditionnel dont on parle tous les jours, Nvidia est représenté de manière 300 fois plus importante que le S&P équipondéré. Et donc, on voit bien que 2023, ça a été une histoire de concentration sur ces 7 magnifiques qui ont tiré le S&P et le Nasdaq à elles seules. Mais quand on regardait l'ensemble de la cote, on voyait bien que la perf, elle n'était pas du tout là. Le S&P équipondéré, sur 2023, il fait une progression de 11%. C'est tout à fait honorable. D'ailleurs, c'est la moyenne historique. Enfin, c'est un petit peu au-dessus même, donc c'est très très bien. Mais on n'est pas du tout, voilà, on n'est pas du tout en présence d'un indice qui met en place une perf digne d'une fusée de SpaceX à 49%. Donc il y a une vraie différence en 2023. Cette différence, elle s'estompe en 2024. Et notamment à partir de l'été, où vous voyez ici, à partir du mois d'août, toujours le S&P équipondéré et le Nasdaq 100. Et là, on voit qu'ils se tirent un peu la bourre, quoi. Ils sont ensemble, dans le même peloton, ils bataillent, il y en a un qui passe au-dessus de l'autre, ensuite il passe en dessous. Bref, on est dans ce qu'on appelle la rotation sectorielle, c'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui décident de ne plus aller uniquement sur les valeurs de la tech, mais qui commencent à répartir leur flux sur les autres secteurs. Et donc le S&P équipondéré, il en profite. Et donc on se dit, chouette, la rotation sectorielle est là, cette histoire des 7 magnifiques, c'est terminé. Ça veut dire que les flux se diffusent sur l'ensemble du marché, et donc ça peut durer, parce qu'avec des perfs de 48% en 2023, vous pouvez imaginer que les investisseurs se disaient que les valeurs de la tech commençaient à être un petit peu chères. Et donc, logiquement, ils retirent leur cash de ces valeurs-là et ils vont sur celles qui sont moins bien valorisées avec du potentiel de rattrapage. Et donc, en août, tout le monde est content, rotation sectorielle, on se dit ça peut tenir. Et puis là, regardez ce qui se passe. À partir du 27 novembre, donc toujours Nasdaq 100, S&P équipondéré, on voit que le Nasdaq 100 est plus fort, mais on voit aussi cette corrélation positive. Corrélation positive, ça veut dire que quand il y en a un qui monte, l'autre le fait aussi, pas forcément avec la même amplitude, la même variation, la même vitesse, mais ça monte pareil. Et puis quand ça baisse des deux côtés. Mais là, à partir du mois de novembre, regardez, il y a carrément cet écart qui se fait. D'un côté, le Nasdaq 100 qui continue de progresser, et très vite, quand on voit la pontification de la progression ici, c'est vraiment un mouvement qui est très vif. Et le S&P équipondéré, c'est pas le Russell, hein, c'est le S&P équipondéré, lui, il part dans l'autre direction. Donc, effectivement, la question, et c'est ma conclusion, sommes-nous en train de revivre, depuis le début du mois de décembre, l'épisode 2023 de concentration des flux vers la tech au détriment des autres valeurs? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste momentané depuis environ 10 jours, ou c'est quelque chose qui va durer? Alors, l'une des raisons, je vous l'ai déjà dit, qui explique cette décorrélation, puisqu'il n'y a pas eu de résultat d'entreprise particulière, donc c'est le fait que le marché s'attend à ce que la Fed baisse moins les taux que prévu. Et si la Fed baisse moins les taux que prévu, ça pénalise les entreprises. Absolument. Hein, puisque le loyer de l'argent reste plus élevé que ce qu'il y avait. Exactement. Sauf que les valeurs de la tech, elles ont beaucoup de cash.
et elles ne sont pas endettées. Donc elles sont plus étanches à cette baisse, à cette non-baisse. Oui, à cette réduction des attentes de baisse de taux que les autres entreprises. Et donc, si le marché anticipe que la Fed va peut-être moins baisser les taux que prévu, il se repositionne sur les valeurs de la tech qui, elles, résistent mieux à ce nouveau contexte. Et par conséquent, ça pourrait expliquer cette surperformance. Et puis, il y a aussi d'autres raisons, évidemment, qui ne sont pas du ressort de la macroéconomie, mais plutôt de la microéconomie. Évidemment, de chaque entreprise. Merci beaucoup Laurent. Et hier, tu nous montrais que l'indice Magnificent 7 était de nouveau à son plus haut. Est-ce que ça signifie qu'on retourne dans le temps et qu'on retrouve un pattern de 2023 ? Alors là, effectivement, quand on voit le graphique qu'on a vu et qu'on voit Google qui met en place un nouveau record absolu, on voit bien qu'il se passe des choses sur la tech. Et puis, ce n'est pas juste une question de taux d'intérêt, c'est aussi une question d'innovation technologique. Oui, tu nous as parlé de Willow, par exemple, hier. Oui. Alors, je vais vous parler de Willow. Et je vais vous parler de Willow en commençant mon propos avec un disclaimer, en vous disant que je n'ai absolument aucune compétence pour savoir si ce que je vous raconte est vrai ou pas. Je vous le répète parce que je l'ai lu sur moult sites web extrêmement sérieux, du Wall Street Journal à Wired, donc tout le monde parle de Willow. Donc je vais vous répéter ce que j'ai lu sur Willow, sans savoir si ce que je vous dis c'est censé ou pas, mais la source, c'est les plus grands médias américains. Donc, Google fabrique une puce quantique. Jusque-là, on te suit. Une puce quantique qui s'appelle Willow. Alors, une puce quantique, la physique quantique, c'est quelque chose de complètement différent de la physique traditionnelle. On ne rentre pas dans les détails, mais c'est un mode de raisonnement qui n'a absolument aucun rapport avec la physique traditionnelle, les lois qu'on connaît de la gravité, etc. Dans la physique quantique, par exemple, un électron peut se trouver à deux endroits simultanément, et c'est le même électron. Bon. Donc Google met au point cette puce quantique. Alors je lis que cette puce est capable cette puce quantique a une puissance de calcul qui, si on ramène cette puissance aux puces existantes traditionnelles les plus puissantes, Willow est capable de faire en quelques minutes ce que les autres puces dont nous disposons aujourd'hui feraient en plusieurs milliards d'années. Il y a même un scientifique qui a dit que Willow est capable de faire des calculs en quelques minutes qui, si ce calcul était fait par les autres puces, il faudrait plus de temps pour réaliser ces calculs que le temps écoulé depuis la création de l'univers. C'est vous dire à quel point je suis incompétent pour vous dire si ce que je vous raconte est vrai ou pas. Mais comme ce sont des gens a priori très sérieux et que la communauté scientifique dans son ensemble salue l'émergence de Willow, alors les investisseurs saluent avec la communauté scientifique Willow et on a Google qui prend 5% hier et 5% aujourd'hui et qui dans la foulée inscrit un nouveau record absolu. Donc ce n'est pas juste une question de taux d'intérêt et de cash flow, c'est aussi une question d'innovation technologique par Nvidia, par Microsoft, par Apple, par Google, qui fait que ces entreprises sont effectivement des leaders mondiaux. Donc, on revient maintenant à des sujets beaucoup plus simples, l'analyse technique. Donc, simple, c'est relatif, mais... donc, on a une accélération de Alphabet très très forte avec des volumes qui sont beaucoup plus importants que les volumes habituels, les volumes moyens. Gap haussier, franchissement du précédent record absolu. Donc, on a Alphabet maintenant qui est en terre inconnue, c'est-à-dire sur des niveaux de prix qui n'ont jamais été atteints par le passé. Les outils que j'utilise, je ne le ferai pas ce soir, mais que j'utilise traditionnellement pour avoir des cibles, c'est les extensions ou les projections de Fibonacci. Ça dépend de la structure. Donc je le ferai lors des prochaines séances. Mais en tout cas, pour le moment, Google, au firmament, c'est l'un des nouveaux champions de la tech US, même si on connaît bien Google. Déjà, oui. Et même si ça a été pendant longtemps un champion, regarde ce qui se passe sur Google depuis le mois de juillet. Ben en fait, c'est de la conso. Hein. Ouais. Elle perd du terrain, elle n'arrête pas de perdre du terrain. Et puis le 5 août, elle remonte tout doucement. La trajectoire est assez erratique. Malgré tout, elle arrive à se hisser, à dépasser et à inscrire un nouveau record. Donc c'est super.
Merci beaucoup Laurent. Et en parlant de comeback, il y a aussi une autre action qui fait son retour absolument fulgurant, c'est Tesla. Alors elle revient vraiment de loin. Je sais que parmi nos internautes préférés, il y en a dont le sport préféré est de shorter Tesla. Ça ne doit pas leur réussir. Voilà, là pour le coup, je pense qu'ils ont arrêté de le faire parce qu'on est dans une progression absolument spectaculaire. Elle a pris 100% Tesla depuis le 23 octobre. Rien que ça. C'est pas juste avec l'élection de Donald Trump que le titre a accéléré. Il l'avait fait avant et depuis, il n'arrête pas de progresser. Tesla qui revient sur le radar de tous les investisseurs, en tout cas aux États-Unis. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est un feu de paille? Nul ne le sait. En tout cas, on voit que la dernière jambe de hausse se fait avec des volumes moins importants qu'à l'accoutumée. Donc attention, il y a moins de participation. Les investisseurs doivent se dire que sur ces prix-là, ça commence à être cher. Mais on a encore, à la minute où je vous parle, Tesla qui a encore fait un nouveau record absolu. L'ancien sommet historique, il était à 414,50. On a fait un plus haut à 428. Donc Tesla en pleine bourre, 100% depuis le mois d'octobre. Et pour le moment, un RSI qui est toujours en zone de surachat, aucune figure de retournement en intraday, donc toujours positif sur le titre. Merci beaucoup Laurent. Et aujourd'hui, tu nous as Et elle, c'est vraiment un nouveau champion, une nouvelle championne. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'elle revient vraiment de très, c'est pas comme Google, elle revient vraiment de très très loin. Merci beaucoup Laurent. Et ce soir, tu nous as préparé un petit chart, un chart mystère. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un nouveau jeu? Alors, le chart mystère de la soirée, où ça m'a beaucoup amusé de vous montrer ce graphique, sans vous dire ce que c'est. Alors, je vous pose une question. Tu peux nous mettre en petit? On va se mettre en petit. Voilà, donc vous avez ce graphique sous les yeux, vous ne savez pas ce que c'est. Imaginez que ce soit une action, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Petit A, j'achète. Petit B, je vends. Petit C, j'en sais rien. Je regarde. Je regarde. Donc, dans le chat, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette action, si c'est une action. Est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous restez à l'écart? Ça commence. Philippe Conan qui dit « j'achète ». Philippe, j'achète. Don Corleone, il y a un clin d'œil de Laurent à ton trade favori. Mais non, faut pas spoiler Don Corleone. Yadoa, Thalès, non. Marc, il dit rien. Anas, je regarde. Bernard, j'achète. Alexandre, j'attends un repli sur 7,7. J'attends un pullback et tout. Hein. Voilà, j'attends un pullback, j'achète. Alors, ok, donc déjà merci pour votre participation. Qu'est-ce que c'est que j'achète et le stop sous le second lot, nous dit Booba. Oh là là. Une demi-position maintenant, je renforce sur le pullback. Je reconnais mes disciples. Ouais. Dominique, j'achète. Trendboard, contrarien. Dominique, je reste à l'écart. Alors, qu'est-ce que c'est que cette courbe? Qu'est-ce que c'est cette courbe, Laurent? C'est moi qui te la pose, la question. C'est pas une action. C'est un ratio de force relative et vous allez être surpris quand vous allez savoir de quoi il s'agit. C'est le ratio Tesla contre Nvidia. Hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce ratio? Ben, ça veut dire que depuis septembre 2022 jusqu'à juin 2024, le ratio était baissier, Tesla contre Nvidia. Donc, Tesla au numérateur qui qui performe beaucoup moins bien que le dénominateur. Donc, le ratio baisse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une construction pendant toute l'année 2024. Pas juste depuis novembre, hein, pendant toute l'année 2024. On voit Tesla qui commence à retourner sur un rythme de progression identique à Nvidia. Et depuis le 18 octobre, progression haussière du ratio. Donc, ça veut dire surperformance de Tesla. Franchissement de la ligne de coût ici, le 13 novembre. Validation de la surperformance de Tesla face à Nvidia. Voilà, c'est typiquement ce que vous avez sous les yeux, une stratégie, ce qu'on appelle dans le jargon des gérants, une stratégie long-short, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette accélération, ce franchissement de neckline, c'était pertinent d'être long Tesla et short Nvidia. Et on a donc ce mouvement de plaques tectoniques, parce que moi-même, quand j'ai vu le graphique, j'étais étonné moi-même. Vraiment, Tesla revient de très très loin et elle revient avec une puissance
100% hein, depuis Ouais. la fin du mois d'octobre. Donc elle arrache tout sur son passage. Et Nvidia, au contraire, on a vu ses derniers résultats trimestriels qui ont été franchement très bons, mais pas encore assez bons par rapport à ce que le marché attendait. Depuis, l'action ne fait pas grand-chose. Petite fatigue de Nvidia et Tesla qui renaît d'entre les morts. Et on la compare avec une des plus grandes quand même, avec Nvidia. Quand Ben oui. même. Absolument. C'est pour dire. Alors, je n'ai pas calculé le nombre de milliards de dollars qui ont été additionnés sur la perf de Tesla de 100% depuis octobre, mais mécaniquement, elle est multipliée par deux. Donc, il faudrait voir effectivement à quoi elle ressemble, mais c'est juste fait. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on a des progressions de 100% sur ce type de capitalisation en aussi peu de temps. Et surtout dans la tech US. Ouais. Très, ouais. Only in America. Merci beaucoup Laurent. Et on termine ce soir avec un deuxième chart mystère. Et oui, le voilà, le deuxième chart mystère. Donc je vous pose la question, je ne vous pose pas la question à quoi ressemble-t-il, car cela reviendrait à vous vexer, j'en suis sûr, tellement je sais que vous êtes des connaisseurs maintenant. On a donc une figure qui commence à ressembler à une tête-épaule de retournement baissier. À qui appartient cette tête et ces deux épaules? La réponse à Nvidia. Donc ça montre bien qu'il se passe quelque chose sur le titre. Les investisseurs ont beaucoup profité de la hausse de Nvidia, mais là, il semble qu'il y a un changement de perception par rapport aux perspectives données et surtout par rapport au rythme de croissance attendu des bénéfices. Et on voit bien que ça patine un petit peu. Merci beaucoup Laurent. Et ce soir, on passe directement avec le rappel des idées. Est-ce qu'il y a eu des changements? Non. Pas de changement depuis hier. Sur les idées experts, non plus. Et donc... on passe à l'agenda économique. Il n'y en a pas. Mais il n'y a pas? Non, il n'y en a pas. Bon. Donc c'est terminé, Valentin. C'était déjà suffisant aujourd'hui avec la BCE. Eh bien, merci beaucoup Laurent pour l'émission de ce soir. Surtout si vous avez apprécié cette émission aujourd'hui. N'oubliez pas, demain matin, 9h30, demain soir, 18h. Surtout, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et on se retrouve demain matin, Laurent, 9h30. Absolument, comme d'habitude. Très bonne soirée. Bonne soirée, Valentin.